Amis des oscilloscopes numériques et des FFT, bonjour. C'est foutu FFT. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé d'en parler dans ma série sur le story et ce 14e épisode, justement, sera intégralement consacré à ça. Mais c'est quelque chose, j'ai pas mal réfléchi avant de faire cette vidéo parce que elle est pas très facile à faire. Elle est pas très facile, pourquoi? Parce que, déjà la notion d'analyse spectrale, c'est pas quelque chose de forcément très simple à comprendre pour des néophytes. Mais en plus, cette notion de FFT, je veux dire, ça fait appel à des notions mathématiques. Et bon, moi, le but de ma chaîne, comme j'ai déjà dit, c'est pas trop de faire des maths, des choses comme ça. Je laisse ça à JP qui fait ça beaucoup mieux que moi. Ce qui n'empêche pas que je mettrai en lien dans la vidéo, des liens sur des trucs où vous pourrez trouver toutes les formules, toutes les bases mathématiques de ça. Mais j'ai voulu essayer, dans la mesure du possible, quand même, de faire une approche de la chose, on va dire, la plus simple possible pour, on va dire, le public majoritaire de ma chaîne. Alors voilà, on va regarder ça. Je vais toujours prendre comme exemple ce petit Siglent bien photogénique. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'est une FFT, et à quoi ça sert et comment ça marche, suivi bien sûr d'une démonstration pratique indispensable. Alors, allons-y. Alors, voyons un petit peu ce que c'est que cette fameuse FFT. C'est quoi à la base le principe de la FFT? C'est quelque chose qui va permettre de simuler par calcul. En fait, c'est vraiment un algorithme mathématique. Il n'y a pas d'électronique, je veux dire, spécifique derrière. C'est d'ailleurs pour ça, on va voir qu'on accède toujours à la FFT par la fonction math, parce que c'est un calcul, d'avoir la fonction d'un analyseur de spectre sur un oscilloscope numérique. Alors c'est beaucoup moins précis, et ça génère beaucoup plus d'erreurs qu'un vrai analyseur de spectre. Mais d'un autre côté, on va dire, c'est que du soft, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Il y a sur un blog, il y a un mec qui répondait à la question quelle est la différence entre un analyseur de spectre et la FFT, et il a dit il y en a un qui a un jouet et l'autre c'est un appareil de mesure. Euh, bon, c'est peut-être un peu excessif, mais en effet, la FFT, comme on va le voir, il y a des contraintes mathématiques, il y a des tas de choses qui font que ça peut pas avoir la vitesse de réaction et la précision vraiment d'un vrai analyseur. Maintenant, encore une fois, je veux dire, quand on voit le prix d'un analyseur de spectre, c'est sans commune mesure avec ce que peut apporter ici cette fonction FFT. Alors, déjà, à quoi ça sert? En fait, ça va servir, comme on va le voir tout à l'heure, d'avoir une vue, ce qu'on appelle dans le domaine fréquentiel. Mais en gros, ça va servir à regarder la pureté d'un signal. Par exemple, si on veut vérifier le niveau de distorsion d'un amplificateur, par exemple, eh ben, on va pouvoir regarder avec ça si justement il génère des harmoniques, ce qui est le signe d'une distorsion. On va pouvoir regarder l'efficacité d'un filtre. Par exemple, vérifier qu'un signal qui, sans filtre, comme ça, bave, pourquoi pas, sur des harmoniques très hautes, et imaginons un petit émetteur radio, par exemple, de vérifier que les harmoniques sont coupées. Via des transduceurs, des capteurs piezo et autres, c'est très utilisé en mécanique. Si on veut regarder, par exemple, les vibrations d'un moteur, regarder, alors souvent, en regardant les spectres, ça donne une idée, par exemple, de la fréquence de rotation ou des choses comme ça. Enfin, c'est aussi très utilisé comme ça, les FFT. Enfin, ça a quand même beaucoup d'usage. Et d'ailleurs, c'est pas du tout le titre de la vidéo, mais tous les petits vumètres là avec des petits microcontrôleurs, s'utilisent les FFT justement pour voir les différentes fréquences. Alors j'ai trouvé ce schéma que j'aime bien parce qu'il montre bien les différentes vues. On voit que ce que fait un oscilloscope, là, on est dans la partie time, lui, il montre comment le signal évolue en fonction du temps. Alors qu'en fonction fréquence, comme on va le voir, n'importe quel signal, par exemple un signal qui ressemble à ça, il peut être décomposé en X signaux de sinusoïdaux d'amplitude différentes, et c'est ce que voit justement ça. Encore une fois, je vous conseille de regarder ma vidéo, que je vais mettre en lien, sur justement la différence vraiment entre un oscilloscope et un analyseur de spectre. Mais le principe, ce qu'avait démontré entre autres, enfin toute scène de Fourier, sans rentrer dans le détail, c'est que voilà, et c'est réversible quelque part. Tout signal, quel qu'il soit comme ça dans le temps, signal périodique, et ben on peut le voir comme la somme d'un signal sinusoïde qui généralement est à la même fréquence fondamentale et de X signaux, c'est ça qu'on appelle les harmoniques, plus ou moins forts et plus ou moins nombreux, qui à la fin donnent ça. Par exemple, un signal rectangulaire, c'est des signaux d'harmonique impair, et généralement il y en a énormément, et plus le signal rectangulaire a des fronts raides, et plus il y a un grand nombre d'harmoniques.
Et ça marche dans les deux sens, hein. Je vous l'avais peut-être montré dans une petite vidéo là, où en remélangeant en fait des signaux sinusoïdaux, et ben on peut recréer un signal rectangulaire par exemple. Alors, dans ce qui nous intéresse, hein, encore une fois, je vais essayer de pas être trop dans les mathématiques, mais le principe, c'est que on voit que lui, le signal de transformation, il marche sur un certain nombre d'échantillons, hein. Et par exemple, là, dans le cas de l'oscilloscope, c'est facile à voir. En gros, c'est l'écran. C'est-à-dire, à un moment donné, il prend une photo de l'écran comme ça, et c'est ce qu'on appelle ici le temps de capture. Et derrière, bah, selon le nombre d'échantillons ici, il aura plus ou moins, on va le voir, une résolution plus ou moins grande. Et en gros, plus il balaye lentement, c'est-à-dire plus en gros ici il a d'échantillons, bah, plus la résolution ici est basse. Mais d'un autre côté, l'écart, la largeur de ce que peut voir la FFT, elle est liée justement, ça s'appelle le frequency pass, aussi à la fréquence d'échantillonnage. Et comme je vous l'avais montré, la fréquence d'échantillonnage, plus on va lentement, bah plus elle baisse parce on n'a pas assez de mémoire pour avoir tous les échantillons. Et c'est ça qui est toujours chiant, c'est qu'en gros, bah là souvent c'est calculé automatiquement par le silo, mais bah faut trouver toujours des compromis pour essayer d'avoir ce qu'on veut, mais on peut pas avoir le span de la mort et la résolution de la mort. Voilà, en gros c'est ce qu'il faut retenir. Donc après en vertical, bah là c'est comme les analyseurs, hein, généralement, on peut avoir donc soit une vue logarithmique hein, qui va être en décibels. Alors là ça peut être des dB-volts hein, comme sur cet oscillo, ça peut être, alors des fois ça peut être en puissance et sur les oscillos où on peut spécifier l'impédance d'entrée, bah là ça permet directement de voir de la puissance, hein, celui-là le fait pas. Ou en linéaire, justement, bah, en linéaire souvent c'est des volts RMS, mais enfin bon. À la limite, ça peut être un peu ce qu'on veut, mais là, sur cet oscilloscope-là, ils se sont pas emmerdés, ils ont mis que deux choses, ils ont mis logarithmique et c'est des dB-volts, ou linéaire et c'est des volts RMS. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même faire des mesures, les fameux marqueurs, on peut les utiliser. Alors, quelque chose qui est très troublant quand on commence à utiliser ça et qu'on débute un peu, c'est ces histoires de fenêtres. On voit que à chaque fois qu'il y a des FFT, à un moment donné, il y a un réglage qui va permettre de dire, voilà, est-ce qu'on veut une fenêtre rectangulaire, un Ning, un Ming, machin, un Bachmann et j'en passe. Alors, ça correspond à quoi? Bon, si on veut pas, enfin c'est lutter, hein, j'ai mis ici contre les fuites spectrales. Bon, c'est pas, le but c'est pas de faire SOS fantôme. Hein. Encore une fois, sans rentrer dans les trucs mathématiques, c'est pas hyper simple à expliquer, mais de façon intuitive, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que comme je l'ai dit, la FFT elle considère que le signal il est tout le temps pareil que ce qu'il a vu. Imaginons ici un signal là qui a été shooté et on voit qu'il est raccord, c'est-à-dire que il se termine pile ici, au moment où ici il commence. Pour lui, ce signal, il va dire, bah, moi je considère qu'il est toujours comme ça, et on aura un spectre qui est très bien, c'est un signal sinusoïdal parfait, le spectre, c'est, je veux dire, il n'y a aucune harmonique, il n'y a rien du tout. Le problème, c'est que dans la réalité, des fois, bah, comme ça, c'est pas synchronisé, on le voit ici, il démarre et il s'arrête là, et il démarre là. Donc pour lui, c'est comme s'il passait de cette valeur-là à celle-là de façon instantanée. Or, pour lui, c'est comme un signal carré. Un signal carré, ça génère plein d'harmoniques. Donc pour lui, le signal, en fait, il n'est pas sinusoïdal. C'est un signal qui fait ça, et ici, paf, qui a un front raide. Et qui dit front raide, dit plein d'harmoniques, et voilà le spectre qu'on va voir. Et c'est ça qui est emmerdant. Et tout à l'heure, je vais vous le montrer par une petite manip, c'est que si on met pas de fenêtrage, hein, ça s'appelle la fenêtre rectangulaire, qui dit justement on n'apporte aucune correction, et ben selon que la fréquence du signal mesuré et tombe pile poil avec je veux dire, la largeur ici de fenêtre d'échantillonnage, ben on aura un spectre plus ou moins bon. Le fait de mettre des fenêtres, et ben c'est en gros de mettre voilà quelque chose comme ça, une sorte de correction un petit peu aux limites, qui fait que bah, on minimise énormément ce problème-là, mais au prix d'avoir bah, une erreur quelque part toujours vraie. Quoi. Les fenêtres, elles ramènent généralement toujours des erreurs, mais par contre, le type d'erreur qu'elles amènent, en fonction de ce qu'on veut mesurer, et ben c'est un petit peu différent. Hein. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir. Et là, je vous ai mis un petit shoot écran de la doc de l'oscillo. C'est que lui, il présente 4 ou 5 fenêtres. Donc rectangle s'il y en a pas, Annie, Ami, Blackman. Et l'idée c'est quoi? C'est que, bon, je vais pas tout vous lire, tout vous traduire, mais en gros, voilà, rectangle, ça a la meilleure résolution en fréquence, mais en amplitude c'est pourri à cause du truc que je vous ai montré. Annie,
c'est meilleur en fréquence, mais en amplitude, c'est pas terrible. Hamming, c'est un peu meilleur en fréquence. Blackman, c'est ce qu'il y a le mieux en amplitude, mais par contre, en fréquence, c'est pourri. Donc, en gros, selon un peu ce qu'on veut mesurer, et on trouve pas mal de choses sur le net, vous regarderez les docs que je vous ai mis en lien, eh ben, il faut déjà choisir, en gros, un petit peu la fenêtre en fonction du type de signal qu'on a et de ce qu'on veut mesurer. Mais c'est vrai que c'est moins évident, je veux dire, que sur un générateur de spectre. Bon, allez, assez de blabla, hein, c'est bien beau tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne en réalité? Ben, voyons ça. Alors, pour regarder ça concrètement, là, j'ai branché toujours le petit Siglent 1202X, là, sur le même générateur Tektronix, là, que j'ai utilisé pour le premier épisode de ma nouvelle série Genestory, pour lui demander de me faire un signal, là, de, en gros, 1,6 kHz, signal a priori sinusoïdal. Et alors justement, on va voir que, comme je l'ai dit, ce truc-là, il est plus très bien réglé. Grâce à la FFT, on va justement pouvoir voir que ce signal, il est pas si pur que ça. Alors, comme je l'ai dit, la FFT, c'est une opération mathématique, donc généralement sur tous les oscilloscopes numériques, on va le trouver dans la fonction math, où on voit que dans les différents opérateurs que propose le système, hein, on en a déjà vu, hein, la somme, le produit, celui-là est assez riche, et ben on retrouve généralement FFT. Donc voilà, une fois qu'on va choisir ici FFT, ici on va pouvoir généralement choisir différents paramètres. Alors, le paramètre qu'on va retrouver, mais enfin il est propre en fait à généralement à tout ce qui est voie mathématique, c'est la source du signal. Ici, on n'a pas 50 choix, on a le choix entre channel 1 et channel 2, sachant qu'ici, comme j'ai que channel 1 d'activer, il me propose que ça. Donc ça veut dire qu'il va calculer la FFT dessus. Ensuite, ici, justement, on va voir les fameuses fenêtres. Alors, pour l'instant, on va pas en mettre, on va mettre rectangle, hein, justement, pour voir ça. Ce qu'on va retrouver ensuite, c'est cette notion qu'on va retrouver sur les analyseurs de spectre, en fait, hein, quelque part, qui est la fréquence centrale, c'est-à-dire quelle est la fréquence que on va afficher qui ça serait du milieu de l'écran, et le Hertz par division, c'est-à-dire en fait une division ici, combien ça vaut de Hertz. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il prend pas tout? Ça dépend de plusieurs paramètres, mais de toute façon, si on est par exemple à 1 kHz par division et que je mets 1 kHz central, il est évident que je peux pas avoir de fréquence négative. Hein. La plus grande raison, elle est ici. Ensuite, on va revenir là-dessus. Hein. Donc, ce qu'on va retrouver après, là, il y a plusieurs menus. On va retrouver l'échelle. Donc, en fait, scale et ref level, ça correspond en fait dans la voie verticale pour ça à la position, on va dire, ici. Hein, le ref level, en gros, c'est le niveau pas de signal, hein, ce qu'on appelle le niveau de bruit, des fois aussi. Et l'échelle, en gros, c'est la sensibilité verticale. Ensuite, on va retrouver ici l'unité. Alors, celui-ci, on voit, il offre deux unités, soit des unités en dB-volt, mais RMS, c'est-à-dire, en gros, on va avoir une échelle logarithmique, hein, comme je l'ai dit, ou ici, en unité VRMS, où on a une échelle linéaire. Alors, sur une échelle linéaire, alors, des fois c'est bien, enfin, encore une fois, comme souvent il y a des très grands écarts, on voit que les trucs principaux, on voit pas ici les petits. Donc là, on va rester ici en logarithmique. Ensuite, ce qui arrive souvent, c'est là, par exemple, on a plusieurs choix possibles. C'est-à-dire, soit on ne voit que la partie analyseur de spectre, c'est-à-dire, on voit pas la partie signal. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on verrait sur un analyseur de spectre. On a split screen, ce qui est sympa, c'est-à-dire qu'il permet de voir en haut ici le signal, en bas la partie analyseur de spectre, et le mode mélangé où les deux sont superposés l'un sur l'autre. Bon, après on choisit ce qu'on veut. Nous, je sais pas, on va choisir, tiens, on peut choisir celui-là, pourquoi pas. Et après, il y a encore d'autres choix. Il y a un mode autoset automatique. Bon, honnêtement, comme tous les modes automatiques, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais enfin, ici, pour ce genre de signaux, moi, j'ai pas trouvé qu'il faisait des réglages vraiment top. Enfin, moi, on va dire, il permet de revenir à un réglage, on va dire, standard. Et ici, des choses que là, on retrouve aussi sur l'analyseur de spectre. Hein, je vais pas trop insister là-dessus, qui est normal, Mach-Hall et Average. En gros, c'est est-ce qu'à chaque fois, il affiche le point qu'il a calculé. Max-Hall, c'est-à-dire qu'il affiche que les maximums qu'il a trouvés. Et Average, c'est la valeur moyenne.
Bon, pour l'instant, on va se mettre en normal. Pareil, on va pas chercher les choses compliquées. Alors, une fois qu'on a un signal comme ça, justement, eh ben, comme on le voit, hein, ce qu'il affiche ici en violet, il dit sa fréquence d'échantillonnage, il dit combien de points il arrive à mémoriser, et comme on le voit ici, hein, je vous l'ai expliqué, il donne ici la variation de fréquence. Ici, il va dire que le plus petit point qu'il peut avoir, c'est 476 Hz. On voit qu'à chaque fois que ici on augmente, eh ben, je veux dire, la mesure où on a moins d'échantillons, eh ben, la valeur de fréquence, elle baisse. Et plus on va aller vite ici, plus ça va être le cas. Si je vais à toute vitesse, on voit que maintenant, l'échantillon, il est vraiment très grand, il est 488 kHz. Alors que plus je vais baisser ici, plus je vais avoir de précision. Donc en fait, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. En FFT, moins on balaye vite, plus on a de la précision comme ça. Mais par contre, comme on a de la précision, eh ben, on va quand même éventuellement après manquer de largeur de bande. En fait, c'est le problème, hein. Je vous ai déjà montré ça dans les oscillos numériques, même en mode temps. Il y a toujours un compromis à avoir entre l'affichage, la profondeur mémoire et tout ça, ce qui fait que ici l'oscilloscope il essaye de faire le meilleur compromis, mais faut pas rêver, on peut pas tout avoir. Hein, enfin même sur un analyseur de spectre conventionnel, si on veut un fil de bande de Hertz, on voit que mathématiquement le balayage devient très très lent et ça le fait comme ça. Enfin bon, encore une fois, hein, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais enfin voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc ici, si mon but c'est de regarder la distorsion de mon signal, ici qui est de l'ordre de 1,6 kHz, j'ai intérêt à me mettre de façon à avoir les harmoniques, parce que c'est souvent comme ça qu'on va la distorsion. Donc l'idée, c'est que je vais quand même essayer, voilà, d'avoir une résolution ici qui est assez basse. Maintenant, au niveau de la fréquence centrale, là j'ai 0, pourquoi pas. Et ici, justement, je vais pouvoir changer et baisser, voilà, ma résolution ici là, par exemple, j'ai 5 kHz par division, c'est encore beaucoup. Là, je peux encore baisser, voilà, je peux pas descendre plus que 2,3 kHz par division. Pourquoi? Parce que de toute façon, après, je suis justement limité par la vitesse ici. Donc, si je veux pouvoir descendre plus, eh ben, il faudra que je balaye moins vite. Alors ici, ce qu'on peut voir quand même, c'est que je vois ici des harmoniques. Ce qu'on peut regarder maintenant pour justement voir un petit peu ce fameux système de fenêtres. Hein. Là, comme je vous ai dit, j'ai pas mis de fenêtre, elle est rectangle. Là, on voit que mon signal, on va dire, il est relativement propre. Mais il y a des chances que là, c'est justement que l'échantillonnage, il tombe à un rapport fixe. On voit que là, si je varie un tout petit peu la fréquence, voilà, et bien le spectre, il change du tout au tout. On voit que ça dépend énormément de la fréquence. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison que ça soit ça. Pourquoi? Parce que le signal ici, la distorsion, elle change pas tellement, alors que je varie très peu la fréquence. Donc lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que quand je veux dire, ça tombe souvent, et dans la mesure où il n'y a pas de correction de fenêtre, selon la façon dont tombe l'échantillon, eh ben, il voit des fréquences un petit peu différentes. On va peut-être mieux le voir comme ça. Voilà, par exemple ici, manifestement, je tombe pas juste du tout. On voit que j'ai un signal qui est très, très, je veux dire, un spectre ici qui est très, très riche ici en harmonique. Si je tourne un tout petit peu, voilà, hop, on voit que ça a la richesse est à peu près toujours un peu la même, mais voilà, voilà, ici, on voit, j'ai changé un tout petit peu de fréquence et le spectre, il change du tout. Voilà, c'est comme c'est là qu'on va voir ce truc de fenêtre. C'est que ce qu'on voit ici, c'est que comme il mesure le signal sur ici cette partie-là, et que avec la fenêtre rectangulaire, au moment où il coupe, il n'est pas forcément raccord ici avec la sinusoïde, et ben pour lui ce signal, il est plus, il change de caractéristique et il calcule un spectre qui est très fou. Donc maintenant, si justement ici je change pour mettre une fenêtre ici, par exemple, Hamming, là, Hanning, voilà. Ici, alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit qu'on a déjà là un spectre qui est beaucoup plus, on va dire, torturé. Donc quelque part, il est plus faux. Mais maintenant, on va voir qu'il va beaucoup moins varier, finalement, en fonction ici de la fréquence. C'est-à-dire qu'il sera faux tout le temps, quelque part. Alors, c'est bien et pas bien, mais au moins, ça permet de se dire que la mesure n'est pas perturbée par le fait de savoir si je tombe pile poil ou pas sur le système.
Voilà, en gros, c'est un petit peu ça le truc. Bon, on va pas refaire ici toutes les fenêtres et tout, selon ce qu'on veut voir. Ce qui est sûr ici, c'est que bah, mon signal, il est quand même pas très très propre. Hein. Si ici, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'harmoniques pour un signal ici qui est, je vais dire, sinusoïdal. Maintenant, on voit que si je prenais un signal carré, par exemple, bah, ça va être bien pire. Et on voit que là, toutes les harmoniques paires, voilà, sont quand même beaucoup plus fortes. Faut quand même pas oublier aussi que là, le signal, il est logarithmique. Si on revient ici et on se met en VRMS, voilà, tout de suite, là, on voit que ça change du tout. On voit bien ici la porteuse principale de la fréquence et on voit quasiment plus toutes les harmoniques. Alors que si je me mets sur un signal rectangulaire, comme ça, là, on commence à les voir quand même beaucoup plus parce qu'elles sont en amplitude beaucoup plus forte. Encore une fois, il faut toujours faire très attention aux échelles logarithmiques. Donc là, ici, la raie qu'on voit ici, hein, on pourrait même là pour le coup lui mettre un petit peu plus de, de gain ici au niveau de l'échelle. Voilà, c'est là qu'on voit voilà, l'inconvénient, c'est qu'il y a un petit temps de réaction ici. Hein, voilà, là on va pouvoir le baisser un petit peu si on veut. Alors, vous voyez ce que je vous disais, là on le voit bien. Ça correspond au ref en gros à la position, c'est la valeur 0, et le square ici c'est l'amplitude. Voilà, là si on est dans une échelle linéaire, voilà, là on voit très bien que cette barre-là ici, c'est la fréquence fondamentale. D'ailleurs, si je l'augmente, voilà, ici, on va voir qu'elle va se déplacer, voilà, ici, vers la droite. Là, on le voit très bien, hein, c'est cette barre ici qu'on voit, et ben ça représente la fréquence fondamentale, et là, pour le coup, on voit quasiment pas les autres, parce que comme je suis sur une échelle linéaire, elles sont quand même à un niveau beaucoup plus bas. Si j'ai un signal, par exemple, triangulaire, voilà, on voit qu'on commence à voir apparaître ici des harmoniques, et si je prends un signal ici rectangulaire, bah, on voit aussi des harmoniques qui sont bien plus importantes. Encore une fois, hein, c'est toujours là, un peu le même truc. Mais en linéaire, on voit pas grand-chose. Si maintenant je me remets ici sur un affichage ici logarithmique, là, bon, on les voit beaucoup plus. Si je voulais régler la distorsion de ce signal-là pour qu'elle soit minimum, bah, en gros, je réglerais de telle façon à ce que ces barres ici diminuent le plus possible, sachant que j'arriverai certainement pas ici à les enlever. Encore, hein, je me répète un peu, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le fait ici d'utiliser cette fenêtre fait que l'amplitude relative des barres ici serait relativement indépendante de la phase et de la fréquence de mon système, alors que si j'avais pas de fenêtre, eh ben ça dépendrait énormément du réglage. Alors on peut aussi se dire, pourquoi pas, hein, c'est une façon de se dire qu'on se met pas de fenêtre et qu'on essaie de régler la fréquence pour avoir le spectre déjà le plus pur possible et travailler comme ça. Enfin, pourquoi pas, hein, je veux dire, après il y a plein de méthodes. Enfin voilà, ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est quelque chose de relativement plus complexe que l'utilisation de l'oscilloscope. Il faut faire un petit peu attention à comment on mesure et qu'est-ce qu'on mesure. Les interfaces sont quand même pas top. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il ferait des interfaces un peu plus proches d'un vrai analyseur de spectre où on pourra régler le span et tout, ça serait quand même mieux. Ici, c'est quand même pas toujours facile à régler. Mais bon, encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir un vrai analyseur de spectre. Hein. Je veux dire, si c'était fait comme ça, ça serait pas mal. C'est quand même de faire quelque chose de calculé. Maintenant, c'est vrai que dans beaucoup d'applications et d'usages, surtout qu'on peut retrouver dans le cadre, je veux dire, d'électronique normale amateur, bah, c'est largement suffisant souvent et ça permet quand même de faire des choses que sans cette fonction on ne pourrait pas. Donc voilà pour cette vidéo sur les FFT. Alors j'ai vu que Maurice, au fur et à mesure, me regardait d'un air bizarre et à la fin il m'a dit qu'il allait se pendre parce qu'il comprenait plus rien. J'espère qu'il a pas mis sa menace à exécution. D'ailleurs, je sais pas trop où est-ce qu'il est. Enfin bon, je surtout espérais que vous ferez pas comme lui et que j'ai réussi un petit peu ce pari d'essayer d'expliquer ça sans en effet trop rentrer dans les maths. Hein. Là, pour le coup, je vais quand même mettre pas mal de liens alors, sur des trucs qui sont en français et aussi en anglais sur le sujet en commentaire de la vidéo. Hein, comme ça, je pense que tous ceux qui veulent essayer d'approfondir un petit peu, là j'ai trouvé un truc en français qui explique ça assez bien. Alors c'est sûr que c'est un petit peu plus ardu, mais enfin, de toute façon, hein, comme je l'ai déjà dit,
il y a certains domaines où si on prend pas un petit peu le temps de s'investir dedans, eh ben, on restera toujours que un petit peu à la surface. Enfin bon, d'un autre côté, ça peut aussi suffire, hein. Je pense que c'était ça mon but avec cette vidéo. Si déjà la majorité d'entre vous, ou au moins maintenant, si c'était pas le cas, vous voyez un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, eh ben, ça sera déjà pas mal. Que le grand Fourier décompose vos rêves en plein d'harmoniques de bonheur. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.